Salut à tous, alors en 2019 avec Driss on testait la Tesla Model 3 lors de son arrivée en France, je vous remets la petite vidéo en fiche. 2 ans plus tard on a presque une nouvelle voiture sous les yeux puisqu'il y a eu pas mal de mises à jour aussi bien hardware que software. Tesla vraiment continue de mettre à jour ses véhicules au fil du temps, ce qui est vraiment assez cool. Alors ici on a une version 2021 grande autonomie avec la grosse batterie de 82 kWh qui a beaucoup de similitudes avec la version SR+, donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo si vous voulez acheter la version d'entrée de gamme. Et puis surtout on va profiter là de ce cadre magnifique en Italie pour la critiquer un petit peu puisqu'on va le voir, tout n'est pas parfait chez Tesla et je trouve que certains youtubeurs oublient un petit peu de la critique. Alors à l'avant, on a toujours ce frunk qui est bien pratique, qu'on n'a pas sur beaucoup de voitures électriques finalement. Moi je m'en sers beaucoup pour mettre les câbles de 3 fournitures, mais la grosse nouveauté elle est surtout en dessous puisque là on a une pompe à chaleur, c'est inédit sur la version 2021. Ça va permettre d'économiser de l'énergie, donc d'améliorer un petit peu l'autonomie puisque un chauffage ça consomme quand même entre 1000 et 2000 watts, donc vous voyez que c'est pas négligeable du tout, surtout en hiver. Et puis à l'avant, dernier point, c'est ces phares. Alors ces phares ils sont très sympas, ils sont full LED, ils éclairent vraiment très bien, mais franchement à ce prix là, moi j'aimerais bien avoir du Matrix LED comme sur la Polestar ou comme chez Audi. Peut-être que ça sera proposé en option l'année prochaine. Alors autre nouveauté qui est apparue cette fois fin 2019 début 2020, c'est un haut-parleur qui est sous la voiture et qui permet en fait de prévenir les piétons. Ça va être obligatoire très bientôt en Europe. Alors malheureusement ici Tesla s'en sert pas du tout, si bien que la voiture est extrêmement silencieuse. Des fois les piétons ne nous entendent vraiment pas arriver. Par contre il y a un bruit quand vous reculez et c'est pas un petit bruit, je vous garantis que dans les parkings souterrains on n'entend que la Tesla. Alors ce petit haut-parleur il permet aussi de faire des blagues un peu à ses amis, par exemple ici vous pouvez diffuser un bruit de chèvre à l'extérieur, donc regardez, c'est assez amusant. Il y a aussi voilà d'autres trucs, le vieux klaxon, un applaudissement, si vous avez un piéton qui traverse vous pouvez l'applaudir. Et puis vous avez évidemment la cucaracha. Alors ces sons ne fonctionnent qu'à l'arrêt, je le précise, avec le frein à main, donc vous pouvez pas faire ça quand même en conduisant. Dommage parce que ce serait quand même assez rigolo. Alors la grosse nouveauté cette année, regardez, c'est le coffre électrique. On peut le commander aussi via l'application, ça c'est assez pratique. On a aussi un petit bouton ici pour le fermer ou pour le laisser comme ça en position haute. Alors c'est toujours pas un haillon, c'est-à-dire que voilà, ici vous êtes bloqué un peu sur la hauteur, il n'y a pas d'essuie-glace. Vous avez aussi la neige, la pluie qui peut rentrer dans la voiture, même si regardez, ils ont augmenté un petit peu la hauteur des joints. C'est une voiture forcément qui a été conçue en Californie. Malgré tout, on a un coffre qui est super grand, je vous mettrai le détail des volumes, mais c'est assez monstrueux, surtout qu'on a encore de la place dessous, on a aussi dans la place dans le frunk à l'avant, donc à l'arrivée on a quasiment le volume d'un SUV moyen, ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, moi j'aimerais bien qu'ils rajoutent un petit haillon sur la prochaine version. Alors on reconnaît les modèles 2019 avec ces poignées satinées, vous vous rappelez avant elles étaient chromées, moi je trouve l'effet un peu mat comme ça, très sympathique. Alors Tesla j'aime beaucoup parce que c'est un des rares constructeurs à proposer la clé sur smartphone. Maintenant il y a quand même Ford, un peu Volvo, Polestar, mais ils sont quand même encore rares à le faire, si bien que vous approchez de la voiture, donc elle s'ouvre automatiquement, vous l'avez vu dans notre vidéo, vous éloignez, elle se ferme toute seule. Par contre là en testant la voiture sur la durée, faut se méfier car quand vous éloignez elle va vous faire un petit klaxon pour vous dire ok j'ai bien verrouillé la voiture, mais attention si vous laissez le coffre ouvert ou une porte un peu mal fermée, elle va faire aucun bruit, elle va vous donner une petite notification donc après coup. Donc voilà, c'est pratique mais à utiliser quand même avec prudence. Bon Sylvia, toi par contre la clé sur le téléphone c'était pas toujours pratique, tu m'as dit. Oui, c'est pas vraiment très pratique quand une fille on est en robe. Hier je descendais les bagages, j'ai tenu le portable dans la main. Donc finalement il vaudrait mieux l'Apple Watch, ça éviterait pour les filles de devoir se trimballer un téléphone quoi. Oui, une bonne solution. Alors c'est une voiture qui est très longue, très basse, qui a un énorme empattement, ça c'est évidemment pour loger les batteries, pour le côté aérodynamique aussi, mais malheureusement dans les petites rues de Naples ici ça n'a pas été très pratique, on accroche souvent le bas de caisse, faut faire attention, il y a les batteries, donc allez-y mollo. Et puis surtout c'est une voiture qui est pas facile à garer, déjà elle a un rayon de braquage de camion et en plus elle n'est pas aidée par les nombreux angles morts. En plus je trouve que le système de caméra est pas optimal, on n'a pas accès par exemple à la caméra avant, on n'a pas de système 360 comme chez Jaguar ou chez Audi, donc ça mériterait des petites mises à jour software et puis éventuellement une suspension adaptable en option quand on habite comme ça dans des villes un petit peu compliquées. Alors l'application mobile ça reste la meilleure de toutes celles que j'ai pu tester sur des voitures électriques. Il y a énormément de commandes pour ouvrir la voiture, pour la démarrer à distance, pour ouvrir les coffres, pour par exemple mettre la climatisation, gérer la charge, bref elle est ultra complète mais elle n'a pas beaucoup bougé depuis qu'on l'a testé avec Driss. D'ailleurs il n'y a toujours pas d'application pour l'Apple Watch, ça pourrait être pratique quand vous avez oublié votre smartphone. Il n'y a pas de raccourci Siri qui pourrait permettre de déclencher des actions quand vous arrivez à un certain niveau de batterie par exemple, tout simplement. Ou alors pour préparer vos trajets, on ne peut pas le faire depuis l'application, on n'a pas non plus
l'historique des trajets, l'historique des charges. Alors il y a une rumeur qui dit qu'elle va être mise à jour, mais j'ai pas vu toutes ces fonctionnalités arriver, donc on le verra dans le futur. Mais moi j'aimerais bien que Tesla quand même garde le cap sur cette appli mobile et la laisse pas tout simplement se périmer au fil du temps, elle lui rajoute des fonctionnalités régulièrement. Alors à l'intérieur, il n'y a pas eu de grosses modifications en 2 ans. Par contre, les assemblages sont de mieux en mieux. Là, franchement, j'ai pas noté de défaut, d'ajustement. C'est toujours très bien fini. On a toujours du plastique moussé un petit peu partout. Par contre, regardez, la garniture ici se prolonge sur les portières. Moi, je trouve l'effet assez stylé. Et puis, il y a aussi des modifications au niveau de la console. Donc, qui n'est plus, vous rappelez, en piano black, là où qui prenait les traces de doigts. Donc ici, c'est tout mat. C'est hyper agréable. On a aussi cette double console de chargement. Donc là, c'est du 5 watts. C'est assez lent. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a mis un petit câble sur l'USB-C qui permet de charger beaucoup plus rapidement. Surtout si vous mettez Waze, hein, moi je le mets quand même assez souvent. Par contre regardez, là ça tient un petit peu moins bien, mais dans l'ensemble c'est extrêmement bien fini, hein. Vous voyez ici comme c'est totalement moussé, enfin vraiment je trouve qu'il n'y a plus de gros défauts. Il y a beaucoup de rangements dans cette Tesla ici, là-dedans, et on a encore dans les portières, on peut mettre des vraies bouteilles d'eau, donc ça c'est plutôt très sympathique. On a des ports USB, toujours de l'USB-C aussi à l'avant et à l'arrière, ça fait partie aussi des petites nouveautés sur les dernières versions. Il n'y a pas d'emplacement pour le ticket du péage, voilà, ça j'ai trouvé que c'était un petit défaut. Et puis dernier point dont je voulais vous parler, alors qu'il y a une qualité et aussi un défaut, c'est le toit panoramique. C'est vraiment sympa de pouvoir voir ici au-dessus, mais là je peux même pas le toucher tellement il est chaud en ce moment. Et en fait on a toute cette zone là qui est vraiment très chaude malgré la clim, et ça peut faire un petit peu mal au crâne. Moi j'aurais bien aimé un Velum ou un système pour le teinter un petit peu plus. Bon voilà, ça viendra peut-être dans les prochaines versions. Alors comme dans de nombreuses voitures, on a donc un profil personnel, puisque ici donc il va reconnaître votre téléphone, donc il va l'adapter automatiquement, il va adapter les sièges, il va adapter le volant. Par contre, il sait pas si c'est toi ou si c'est moi qui conduis, hein, puisque en fait il n'y a pas de capteur Bluetooth comme dans la Polestar, vous vous rappelez, qui était disposé donc de part et d'autre de la voiture. Il savait qui était le passager, qui était le conducteur, donc des fois il faut le sélectionner manuellement. Et puis un autre défaut aussi des profils chez Tesla, c'est qu'il n'y a pas par exemple tout l'historique de navigation, il n'est pas personnel, le choix de la musique non plus. Donc moi j'aimerais bien avoir des vraies sessions comme on peut avoir, hein, sur un ordinateur, et pas forcément uniquement voilà partager certains éléments avec l'autre conducteur. Et puis un dernier point aussi qui me dérange un peu chez Tesla, c'est-à-dire que tous ceux qui ont accès à la voiture ont un accès complet, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous pister H24. Donc imaginez, vous voulez faire une surprise à votre femme, ou vous voulez voir où sont vos enfants, vous pouvez le savoir toujours en temps réel. Il n'y a pas moyen de se cacher un petit peu, d'avoir un petit peu d'intimité. Et ça, je trouve que c'est un peu gênant quand même aujourd'hui, où la vie privée, ça reste quand même un élément important. Alors je voulais vous parler un peu du mode Sentinelle qui est très connu chez Tesla, et surtout c'est exclusif, c'est-à-dire que ça existe nulle part, ni chez Mercedes, ni dans toutes les grosses berlines de luxe, hein, Jaguar, tout ce qui est Audi et tout ne le propose pas, alors pourtant ils ont des caméras tout autour de la voiture. Alors en fait c'est très simple chez Tesla, il va enregistrer donc les séquences tout simplement quand vous n'êtes pas autour de la voiture. Par exemple vous partez vous balader en ville, et il va utiliser toutes les caméras du véhicule. Vous voyez ici qu'on a une petite visionneuse, ça c'est assez nouveau et c'est extrêmement pratique. Il vous dit qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont arrivés pendant votre absence, et vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc c'est assez fluide, ça s'affiche quand même assez bien. Vous voyez ici qu'il y a toutes les séquences qui sont disponibles, qui vont être enregistrées dans la boîte à gants. Ça aussi c'est une des dernières nouveautés, hein, sur les dernières versions des voitures, c'est-à-dire que vous avez la clé USB qui est fournie ici et qui peut être protégée ici même par un petit code PIN. Donc si quelqu'un arrive à s'introduire dans la voiture, il pourra pas récupérer donc les fichiers. Et puis moi ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ici on a une caméra, regardez ici dans la voiture, mais par contre elle va pas être utilisée pour le mode Sentinelle, hein. On va pas voir si quelqu'un rentre dans la voiture, on va pas pouvoir voir sa tête. Bon, peut-être qu'ils vont le mettre dans la prochaine version. Alors un des inconvénients du mode Sentinelle, c'est que ça consomme quand même énormément de batterie. Moi j'ai noté à peu près 1% de l'heure, donc vous voyez que là si vous êtes dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de bornes, ça peut être un peu excessif. Et en dessous de 20%, on peut pas l'activer puisque Tesla considère que ça va pomper donc trop de batterie. Alors il peut se désactiver automatiquement si vous êtes chez vous, vous pouvez mettre des lieux où il va pas s'activer, donc ça c'est assez pratique aussi, hein. Vous avez besoin de vous occuper de rien. Alors moi j'ai noté quand même des petits défauts. Le principal défaut, c'est que tout le système d'alarme, d'anti-soulèvement de la voiture va se déclencher assez facilement. Nous, on a eu des feux d'artifice à Naples. On a eu aussi une mouche dans la voiture qui l'a déclenché. Et quand la voiture est garée près d'habitations en pleine nuit et qu'elle se déclenche tout le temps, c'est quand même assez pénible, d'autant que ça vous réveille pas forcément. Vous avez juste une petite notification. Et puis un dernier point sur ce système donc d'enregistrement vidéo, c'est que vous avez la dashcam. Là aussi, c'est assez récent. C'est une mise à jour logicielle donc qui permet d'utiliser les caméras pour enregistrer tout simplement des séquences au volant. Alors, ça peut se faire automatiquement si vous klaxonnez, mais vous pouvez
aussi l'enclencher automatiquement ici en appuyant en conduisant. Donc vraiment Tesla, je trouve, utilise l'ensemble des fonctionnalités de la voiture pour vous faciliter la vie finalement. Alors je voulais quand même relever des soucis d'ergonomie qui sont vraiment persistants sur cette voiture. Déjà, regardez, il n'y a rien pour mettre le ticket de péage ici, même dans le pare-soleil, il n'y a rien du tout, il n'y a rien vers le volant, il n'y a rien ici non plus, donc moi souvent je le mets dans la console centrale, mais voilà, sur les autoroutes et tout, j'ai trouvé ça un petit peu pénible. On a la clim aussi que je trouve, alors regardez ici, les boutons ils sont quand même tout petits, donc au volant, aller changer la température, c'est quand même pas très simple. Et puis si vous voulez surtout régler les flux, alors c'est très design, on l'avait vu au tout début, mais franchement quand vous êtes au volant, c'est pas évident. Donc voilà, quand vous êtes à deux ça va, mais quand vous êtes tout seul, moi je trouve que c'est un petit peu dangereux, sauf voilà, être en mode auto-pilote. Il y a toujours cette boîte à gants là, il faut appuyer ici sur le bouton et puis aller encore rappuyer là, aller dans un sous-menu. Franchement ils auraient pu mettre un bouton physique, je trouve que ça aurait été le minimum. Un autre point aussi, j'ai cherché pendant au moins 10 minutes comment mettre le neutre. Alors vous voyez ici que voilà, c'est indiqué quand même sur le Komodo. En fait il faut le lever mais à 50% vers le haut. Donc voilà, j'ai cherché dans le manuel, j'ai passé vraiment un temps fou juste pour mettre le neutre pour être dans un lavage automatique. Donc vous voyez que des fois on perd du temps pour des petits problèmes comme ça d'ergonomie qui sont pas forcément très simples. Alors un dernier point, ça a beaucoup manqué à Silvia, c'est d'avoir une poignée ici pour le passager pour se tenir. C'est vrai qu'il y en a une en bas mais il n'y en a pas une en haut. Moi je trouve que ça aurait été bien qu'ils en mettent une ici, peut-être ça viendra sur une prochaine version. Alors le réseau de superchargeurs, on l'a vu, c'est le plus développé d'Europe, il y a des bornes absolument partout. Pour autant, regardez derrière moi, à Naples, 5 millions d'habitants, il n'y a toujours pas de superchargeur, il est encore en construction, donc si vous êtes en vacances, c'est quand même pas très pratique, le suivant est à 20-30 km. Pour autant, sur l'autoroute, là, il y en a assez aujourd'hui pour parcourir des longs trajets, surtout que Tesla les fait évoluer. Avant, ils étaient à 150 kW, les dernières générations, les V3, montent à 250 kW. Alors, il faut que ce soit pris en charge, mais c'est le cas sur cette voiture. Regardez, les débuts de charge, là, sont vraiment très rapides. Je vous ai mis aussi différents niveaux de charge pour voir un peu voilà, la puissance qui baisse quand même au fur et à mesure. Regardez ici, on est à 30%, on est déjà plus qu'à 150 et après on descend vite en dessous des 100 kW, mais ça reste quand même une des voitures qui charge le plus rapidement du marché. Le 0 à 80% est fait en 30 minutes. Si vous voulez charger à 100%, c'est encore 30 minutes. La plupart du temps, les concurrents, c'est plutôt 1h30 pour les charger à 100%, quand c'est pas 2 heures. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est le suivi dans l'application qui est très précis, puisque vous avez vraiment du temps réel, il vous envoie des petites notifications, ça c'est pratique quand vous êtes au resto. Bref, les Tesla, ça reste quand même la référence, même si chez Hyundai, chez Porsche, on commence à charger aussi très rapidement. Alors là, on arrive au superchargeur, on est autour de 10% de batterie, ce qui peut paraître peu quand on débute avec une voiture électrique, mais bon, avec une Tesla, ça nous donne encore bien une cinquantaine de kilomètres sur autoroute, donc on a encore de la marge, mais surtout les bornes fonctionnent, c'est-à-dire que Tesla sait que ces superchargeurs sont disponibles, qui vont être fonctionnels, qui vont charger très vite, puisque on est forcément bas en batterie, donc il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir, à arriver avec peu de marge. Après, c'est sûr que si vous voulez sortir de l'autoroute, aller au resto, voilà, prévoyez aussi peut-être un petit peu plus de marge en programmant vos chargeurs à la main. Alors les gens ne savent pas toujours, mais les superchargeurs sont rarement sur les aires d'autoroute, ce qui vous oblige à sortir, donc vous perdez quand même un petit peu de temps, même s'ils sont près des sorties. En général ça va, mais c'est quand même un bon petit quart d'heure des fois de plus. Et puis surtout, vous êtes devant des hôtels, donc vous savez pas trop si vous pouvez utiliser les toilettes, la restauration, bon c'est cool, il y en a, mais elle n'est pas forcément très bon marché. Bref, il manque un peu les services autoroutiers classiques en termes de prix, en termes aussi de prestations, puisque vous avez rarement des poubelles vers les superchargeurs, vous n'avez pas non plus les petites brosses pour laver le pare-brise. Bref, il serait temps qu'on ait un service un peu plus premium. Et c'est ce que prépare d'ailleurs Tesla, du moins aux États-Unis. Alors autant parfois les superchargeurs sont dans des endroits hyper stylés, autant des fois c'est un petit peu glauque quand même. Alors beaucoup de gens se demandent pourquoi les Tesla se garent souvent une borne sur deux sur les superchargeurs. Tout simplement car si on est à côté, on partage la puissance. Voilà, au lieu des 150 kW, on a que 75, donc ça multiplie par deux vos temps de charge. Alors c'est le cas uniquement sur les anciens chargeurs, ceux qui montent à 150 kW, mais c'est un peu la double peine parce que sur les nouveaux on a plus ce problème et en plus ça monte à 250 kW. Donc si vous arrivez faiblement chargé, c'est vraiment embêtant d'avoir quelqu'un à côté de soi. C'est pas le cas chez Ionity qui délivre 350 kW sur toutes les bornes. Alors je me plains souvent du manque de service sur les superchargeurs. C'est vrai qu'ici par exemple il n'y a pas de poubelle. Par contre là il y a des toilettes sécurisées avec un code qui sont propres et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça progresse un petit peu, on voit de plus en plus de poubelles notamment, mais c'est pas encore toujours le cas. Bref, ça manque un petit peu de service premium finalement. Alors sur les bornes publiques, ils chargent qu'en 11 kW, c'est dommage, mais j'aurais préféré 22 comme sur la Zoé, puisqu'on a quand même une grosse batterie là-dessous, donc il faut au moins 7 heures pour la charger entièrement. Mais bon voilà, vous allez au resto par exemple, vous pouvez remettre 30% assez facilement. Vous pouvez aussi le brancher sur une prise classique. Alors là le chargeur de Tesla fait 13 ampères, donc 13 c'est pas mal, c'est moins que les 16 ampères de mon petit chargeur de la vidéo, je vous rappelle que ça charge un petit peu plus vite, mais là aussi il faut beaucoup de temps, il faut entre 20 et 30 heures pour la charger complètement sur une prise classique. Donc en vacances, moi je trouve ça relativement pratique, puisque en fait vous remettez ce que vous avez consommé dans la
la journée. Alors vu qu'on fait un petit lavage, je vais vous parler un peu des bornes de charge en Italie. C'est un petit peu l'horreur. Même avec une Tesla, on a des superchargeurs, mais dans les villes, il n'y a pas beaucoup de bornes. Donc on se galère quand même pas mal à en trouver. Et si voilà, vous venez ici en vacances, il faut des applications mobiles, il faut trouver des bornes, il faut que les bornes ne soient pas prises non plus. Donc voilà, même avec ce genre de voiture, c'est pas encore totalement fluide, tout simplement de se balader, de faire un petit road trip comme on a fait ici en Italie. Alors on a beau avoir une Tesla, regardez ici, on est dans le seul chargeur rapide de Naples. Je plaisante pas, alors il y a un superchargeur mais il est quand même à une trentaine de kilomètres. Et là on a essayé de charger, il fallait s'enregistrer dans une appli. Et puis après c'était assez long pour sélectionner la borne et tout. Et là ça charge qu'à 40 kW, donc on en a pour 1h30 si on voulait charger en entier. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a une Tesla finalement que tout est facile et rapide. Alors sur cette version là qui est sortie à la mi-2021, on a une plus grosse batterie que les premières versions grande autonomie qui étaient sorties. On est à 82 kWh contre 75, donc ça fait 5% en plus. Ça fait 34 km là sur le cycle WLTP, donc on dépasse les 600 km évidemment en cycle mixte, hein, si on fait surtout de la ville et des petites routes. Alors sur autoroute, nous on a fait des mesures en roulant vraiment à 130 ric-rac, on arrive à faire 400 km vraiment de voilà 0 à 100% de batterie. On arrive à 450 km si on est autour de 110, 120, donc là même avec la clim un petit peu chargée l'été, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait partie des meilleures voitures, si ce n'est la meilleure voiture en termes d'autonomie à ce range de prix évidemment. Alors à titre de comparaison, la SR+, donc l'entrée de gamme de la Model 3, elle atteint péniblement les 300 km sur autoroute. On est même plutôt à 250, voilà, si vous chargez pas à 100%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart qui est assez important. Et surtout ce que je voulais vous montrer, c'est les consos de cette voiture qui sont assez incroyables. C'est les meilleurs du marché. Regardez, sur autoroute à 130, on arrive à être à 16-17 kWh au 100. Et puis par exemple, si on est en ville, on arrive à descendre même à 8-10 kWh. Alors à titre de comparaison avec la Polestar ou avec des Audi e-tron, on était plutôt à 24, 25, voire même 30 kWh au 100. Donc là on est presque 2 fois moins hein, que la concurrence, en moyenne autour de 30% en moins. Donc c'est absolument énorme. Alors c'est une voiture qui est pas très lourde, hein, elle fait 1,8 tonne, elle a un bon aérodynamique, donc je pense que ça aide aussi. Et puis un dernier point aussi, là on s'est baladé pas mal en Italie, et c'est vrai que d'avoir cette grande autonomie, eh ben ça apporte un confort énorme. Vous n'êtes pas à la recherche de bornes tout le temps. Je sais pas si je serais parti avec une SR+, qui a pas beaucoup de bornes en Italie dans les petites villes et tout. Donc vraiment quand il y en a, on charge, mais ça reste assez rare. Donc vraiment d'avoir beaucoup d'autonomie, je trouve qu'on se rapproche de l'usage des thermiques. On n'est pas tout à fait dans le même niveau de confort, mais on s'en rapproche grandement. En tout cas, moi je pense qu'à titre personnel, je n'achèterai pas en dessous de la version grande autonomie. Alors en termes de puissance, cette version grande autonomie, eh ben, elle a toujours hein, ces deux moteurs, hein, c'est un 4x4, là c'est vraiment très pratique. À la montagne, on a 440 chevaux, je sais pas si vous imaginez les amis, pour 50 000 €, 440 chevaux, c'est mieux que tout ce qui existe sur le marché, y compris en thermique. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 4. Alors par contre, on a une petite nouveauté, c'est que Tesla a débloqué en fait les accélérations. On peut acheter pour à peu près un peu moins de 2000 € le passage de 4 secondes 4 à 3 secondes 9 au 0 à 100. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. Alors a priori, on perd pas en autonomie, mais bon, à voir. Et puis surtout, on a des très bonnes vitesses de pointe sur cette voiture. Elle monte à 233 km/h. Là encore, c'est assez inédit, hein, puisque la concurrence souvent est limitée électroniquement largement en dessous de 200 km/h. Bon les amis, 0 à 100, un peu plus de 4 secondes. Oh, ce que ça envoie! C'est toujours un vrai plaisir de faire ça sur la Tesla, même 0 à 130, hein, puisqu'on est en Italie. Et j'avoue que ça fait vraiment plaisir même d'avoir de la reprise pour doubler. C'est un vrai confort, la puissance, c'est pas juste pour faire des chronos. Alors Tesla possède un des meilleurs GPS embarqués, un tout constructeur confondu, même si on l'a vu chez Polestar, on a un vrai Google Maps maintenant, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais ici en fait on a un Google Maps à la sauce Tesla, c'est-à-dire qu'on a bien les fonds de carte, on a bien le trafic, on a bien les itinéraires, mais il va vous voir par exemple que les superchargeurs. S'il y a des Ionity qui vous raccourcissent le trajet, il va pas vous les proposer, donc ça c'est un petit peu dommage. Il voit pas non plus les bornes de ville. Moi je trouve que ce serait cool de pouvoir se charger en ville quand vous arrivez à Lyon. Il vous propose un certain nombre de bornes. On n'a pas non plus les itinéraires alternatifs, vous pouvez pas non plus rajouter des points sur votre trajet pour passer par tel endroit. Donc ça va peut-être arriver, hein, Elon Musk l'a promis, mais c'est pas encore le cas. Et puis on n'a pas tout ce qui est Waze, c'est-à-dire vraiment les accidents, les zones de danger, les radars. Donc ça aussi c'est très pratique. Vous pouvez toujours mettre Waze ici en Bluetooth, mais c'est un petit peu quand même du bricolage. Et puis dernier point, c'est la visualisation. Voilà, regardez, on arrive sur un rond-point. Il va pas vraiment bien zoomer, donc des fois moi je perds un petit peu le fil quand il y a beaucoup de sorties. C'est pas forcément très facile. Je préférais une vision un petit peu 3D, un petit peu de 3 quarts. Donc voilà, un GPS qui reste
quand même très bon, très lisible, mais qui mériterait quelques améliorations, ne serait-ce que les itinéraires alternatifs quand même, il serait temps en 2021. Bon les amis, là on se balade autour de Naples. Alors pour ceux qui connaissent, c'est vrai que le réseau est un peu compliqué au niveau des routes, des bretelles d'insertion. Et là franchement, ce GPS nous a mis plusieurs fois dans la panade. On était obligé de sortir Google Maps sur le téléphone, alors que c'est censé être quand même du Google aussi ici. Tout simplement parce que les voies étaient fausses, les bretelles, il y en avait qui n'existaient pas. Il y a des fois tout simplement ils ne zooment pas assez. Donc vraiment c'est pas un GPS qui est très agréable dans des endroits comme ça qu'on connaît pas bien. Et moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de boulot pour arriver au niveau du vrai Google Maps. Et d'ailleurs moi je me demande pourquoi Tesla n'utilise pas tout simplement le vrai Google Maps. Alors je sais pas si on a de la chance ou pas, mais là durant notre essai, bah là on a le système qui est tout planté. Regardez, on peut rien faire, on a lancé Netflix. Et là du coup on a accès à rien, ni à la clim, ni à la recharge. Bon voilà, il va falloir rebooter, mais je vais attendre quand même d'avoir chargé. A few moments later. Alors pour rebooter la Tesla, il faut appuyer ici sur les deux petits pads en même temps. Et l'écran finit donc par redémarrer. En fait ça redémarre tout le système. Alors là ça a marché, on a récupéré nos Spotify. Donc de temps en temps il faut rebooter sa Tesla. Alors maintenant on va parler un petit peu d'intelligence artificielle et de conduite autonome, mais je trouve que l'exemple le plus caractéristique c'est vraiment ce visualiseur. Regardez le niveau de détail de la voiture et surtout de ce qu'elle est capable de voir autour d'elle, hein. Bien sûr les autres véhicules, mais aussi elle différencie les cyclistes, les motos, les piétons. Elle peut voir maintenant, regardez les progrès qui ont été faits en 2 ans, les bandes cyclables, même les flèches par terre, même les feux de signalisation s'ils passent au rouge ou au vert. Il y a vraiment aujourd'hui tout un tas d'éléments en fait urbains comme les quilles, comme les poubelles qu'elle est capable de différencier, si bien qu'on se dit on n'est pas très loin de la conduite finalement 100% autonome. Et là il n'y a aucun constructeur qui rivalise, qui arrive à fournir un niveau de détail aussi élevé de l'environnement. Et je vous le rappelle, ça c'est du temps réel, c'est-à-dire qu'il y a des petits calculateurs partout qui reconstituent ça en 3D. Ça c'est absolument incroyable. Alors pendant longtemps Tesla a été vraiment le maître absolu de la conduite autonome, notamment ici sur autoroute, puisque évidemment la voiture donc va conduire toute seule, hein. On a le régulateur adaptatif, le maintien dans les voies, mais on a quand même pas mal de choses qui manquent. Par exemple la lecture de panneaux, là quand vous arrivez sur une zone de chantier, il voit bien le panneau ici, mais il n'en tient pas compte dans le régulateur adaptatif. Une autre chose, l'autopilote, il va vous dépasser les voitures par la droite. Alors c'est légal aux États-Unis, mais c'est illégal en France, donc faut faire quand même un petit peu attention. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des freinages fantômes, c'est vraiment spécifique à Tesla. De temps en temps la voiture pile, vous savez pas pourquoi, et là je l'ai eu plusieurs fois sur un trajet par exemple vers le sud de la France. On a aussi des fois des petites choses un petit peu pénibles, par exemple si vous êtes un peu inattentif pendant une dizaine de secondes, que vous tenez pas bien le volant, il va le désactiver pendant tout le reste du trajet. C'est-à-dire que si vous arrêtez pas avec la voiture, vous pouvez pas le réengager, donc ça c'est aussi un peu pénible. Et puis dernier point, puisque là j'ai une version en fait simple de l'autopilote, donc avec le maintien dans les voies et puis simplement le régulateur adaptatif, mais bon comme chez tous les concurrents. Regardez, si je mets mon clignotant, il se désengage, il garde le régulateur adaptatif, mais il conserve pas le maintien dans les voies, donc il faut que je le réactive à chaque fois que je me déporte sur une voie, que je me rabats. Et ça c'est vraiment pénible. En fait c'est sympa en mode papy, on est derrière un camion tranquille, mais si on veut doubler très souvent, bah voilà, il faut réengager ça tout le temps. Alors il y a une option qui coûte un petit peu moins de 4000 € qui permet de le faire automatiquement avec la voiture, mais il faut quand même donner un petit coup de volant, et puis je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est. Bref, il n'y a pas moyen comme chez Audi, comme chez Volkswagen, tout simplement de pouvoir faire les dépassements manuellement sans perdre finalement toutes ces capacités de pilotage automatique. Donc voilà des choses qu'on aimerait voir arriver, qui sont des fois disponibles déjà aux USA, mais ici la législation est un petit peu plus stricte et Tesla aussi, donc ce qui fait que l'autopilote n'est plus le leader selon moi, hein. Je préfère par exemple largement le système de Mercedes. Alors un défaut du régulateur adaptatif, c'est que regardez, si je mets le clignotant, la voiture au lieu d'accélérer pour doubler, elle va freiner. Là je descends jusqu'à 100 km/h à la vitesse du camion, et là seulement elle va commencer à réaccélérer. Et ça je trouve que c'est un petit peu dommage, puisque chez Audi, chez le groupe Volkswagen, enfin il y a plein de voitures maintenant qui accélèrent quand vous mettez le clignotant avec le régulateur adaptatif enclenché. Et ça c'est logiciel, donc Tesla pourrait le rajouter. Alors sur les petites routes ici, c'est une voiture qui est extrêmement agréable, elle tient vraiment bien le pavé, elle est très dynamique, il y a vraiment des reprises de dingue. Certains trouveront qu'elle est quand même pas très confortable, pourtant ici on n'a pas la version performance. Et puis regardez la consommation énergétique, on est à 11,8 kWh au 100 là sur les 50 derniers kilomètres de petite route, ce qui est vraiment minuscule. Alors il y a beaucoup de récupération, mais surtout une efficience absolument incroyable. Donc vraiment au quotidien, de l'efficience, du dynamisme et surtout énormément donc d'économie d'énergie. Là on peut vraiment faire 600 km sur des petites routes comme ça. Alors quand on s'ennuie un peu dans les bouchons comme ici, souvent en Italie, eh ben on peut toujours s'amuser dans cette voiture. Regardez, on a un vrai petit coffre à jouer, on peut faire péter par exemple son caméraman. On peut aussi voilà, remplacer notre voiture par le traîneau du Père Noël. Vous voyez qu'il y a une petite musique avec bien sûr ici
aussi tout ce qu'il faut hein, pour tirer le traîneau. Et regardez, si j'appuie plein de fois là, j'ai la route qui devient arc-en-ciel. C'est pas incroyable tout ça? Un truc que j'adore chez Tesla, c'est qu'on peut vraiment conduire à un pied, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'inertie sur la pédale d'accélérateur. Quand vous la relâchez, la voiture s'arrête. Et ça, c'est vraiment très agréable, aussi bien en ville, sur les petites routes, sur autoroute, surtout en montagne aussi. Moi, vraiment, je suis très fan de tout ça. Alors, il n'y a pas de petite palette pour régler hein, la régénération comme chez la concurrence, mais je trouve que Tesla a fait le bon compromis entre finalement la dureté et puis la récupération. Bon, on va pas redétailler toutes les interfaces de Tesla puisqu'on l'a fait il y a 2 ans et globalement ça n'a pas tant bougé. On va s'intéresser surtout aux nouveautés, mais je voulais surtout en profiter pour vous montrer à quel point ces interfaces sont toujours claires, réactives, elles ne plantent pas, il n'y a pas un bouton qui dépasse, c'est extrêmement bien fait, on se croirait vraiment sur un iPad. Et puis regardez comme c'est bien segmenté avec à gauche tout ce qui est lié à la voiture, donc ça va changer au fur et à mesure hein, pendant la conduite. On a toute la partie droite qui est liée à la cartographie qui elle ne va pas bouger. Et puis on a ici des petits volets, alors ici par exemple dédiés à la voiture, dédié à la musique, dédié aux caméras, aux essuie-glaces, à d'autres petites fonctionnalités, par exemple de divertissement, d'agenda, toute la partie clim, ici, qui est directement accessible aussi via des raccourcis, et puis toute la partie droite, ici pour le son pour le passager. Et puis regardez les petits volets là qui viennent se tirer vers le haut. On a aussi les caméras qui viennent se mettre juste ici. Enfin bref, on a aujourd'hui une interface qui est extrêmement claire, extrêmement bien faite. Et ça c'est beaucoup trop rare chez les constructeurs automobiles, même si ça se développe, on l'a vu hein, avec notamment Android Automotive. Alors il n'y a pas vraiment d'App Store chez Tesla. Par contre on a effectivement ici des menus dans lesquels on retrouve notamment des jeux. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Alors c'est pas des gros jeux, hein, des solitaires. Souvent c'est hérité un petit peu de l'époque Atari, il y a pas mal de petits jeux en 2D, mais bon, vous avez moyen quand même d'y passer un peu de temps. Si jamais vous ennuyez pendant les charges, il y a du backgammon, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Il y a le fameux Beach Buggy Racer, donc qui est très connu, vous l'avez sûrement vu en vidéo, ça permet de jouer avec les commandes de la voiture. Donc ça, c'est très rigolo. Et surtout, on peut se faire des parties assez rapides, 2048 astéroïdes. Donc ça, je trouve ça extrêmement sympathique, d'autant que c'est le seul constructeur à proposer des jeux de cette façon. C'est le seul aussi à proposer Netflix, YouTube, il va y avoir Disney+. Ça, pendant les charges, pouvoir mettre un épisode de Netflix ou même un demi-épisode, croyez-moi, si vous avez des enfants, ça occupe quand même bien. Et moi, je trouve que c'est vraiment super que Tesla ait ça. Par contre, on aimerait bien un peu plus d'ouverture. Moi, ça me rappelle un peu le premier iPhone où il y avait des applications préinstallées, mais vous aviez pas le choix du navigateur, du logiciel de musique, du logiciel de streaming que vous voulez utiliser. Là, c'est vrai que même s'il y en a de plus en plus, on est quand même encore un peu dans un univers fermé. On peut pas avoir Apple Music, Safari ou d'autres programmes que Tesla n'aura pas choisi pour vous. Alors un autre bémol au niveau des applications de Tesla, c'est je trouve qu'on n'est pas encore au niveau d'un iPad en termes de fluidité, de rapidité de lancement. Regardez sur Netflix, ça peut mettre beaucoup de temps à se lancer. Si vous n'avez pas une bonne 4G, ce qui est souvent le cas sur les superchargeurs, le film va quand même pas mal ramer, la mise en mémoire tampon. Alors je sais que c'est pas toujours dépendant de Tesla, mais il pourrait mettre du Wi-Fi par exemple sur les bornes. Et puis regardez ici, je vous ai pris l'exemple d'un navigateur, c'est le navigateur de Tesla, hein, officiel. Je suis sur le site de Tesla, regardez comme ça rame là pour simplement afficher les pages, c'est pas du tout fluide. Et puis si je clique par exemple ici sur configuration personnalisée, ça met beaucoup de temps à s'afficher. Pourtant là on est en 4G, regardez, pleine barre, donc a priori on a quand même du réseau, donc on n'est pas du tout sur l'expérience d'un iPad où tout est vraiment très rapide, très réactif. Je trouve que ici, voilà, il y aurait encore un petit peu de boulot à faire. Et souvent moi je suis sur les superchargeurs, je veux lancer un jeu, je veux lancer un film, et puis des fois il y a 1 minute, 2 minutes qui passent et je me dis bon allez, je vais le prendre sur mon smartphone, je perdrai un petit peu moins de temps. Donc voilà, ce serait bien qu'ils bossent un petit peu encore cette partie là. Alors vous savez, il n'y a pas Apple Music, il n'y a pas CarPlay, donc pour écouter de la musique depuis son smartphone, il faut utiliser le petit menu ici téléphone dans le menu musique, donc ça va marcher mais en Bluetooth. Et puis surtout on n'a pas accès au menu du téléphone. Regardez ici, si je clique sur liste de lecture, donc voilà, on a accès à la liste de lecture, mais l'interface est quand même pas du tout pratique, donc c'est vraiment pas très utilisable. Et puis en plus on peut pas connecter 2 téléphones en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez changer, effectivement vous pouvez mettre l'un ou l'autre, mais si vous avez le passager qui veut vous faire écouter la musique, il faut aller retourner encore dans les menus. Donc moi j'aimerais vraiment une meilleure intégration des smartphones. C'est un peu frustrant aujourd'hui d'avoir ce petit appareil dans la main et finalement de pas avoir d'interaction assez propre avec sa Tesla. Alors un menu que j'adore et qui manque chez de nombreux constructeurs, c'est ce menu de la gestion de l'énergie pour voir comment on a roulé, comment on a consommé, surtout vos prévisions en kilomètres en fonction des 25 derniers kilomètres, des 10 derniers kilomètres, de la moyenne, de la conso instantanée. Donc ça c'est extrêmement pratique. Il vous met ici donc l'autonomie restante estimée et puis ici la conso. Alors c'est en wattheures par kilomètre, c'est pas forcément très pratique. Maintenant on raisonne plutôt en kilowattheures au 100 km, mais bon il suffit ici, regardez ici ça fait 15 par exemple, donc c'est vraiment pas mal hein, en termes de
conso au passage. Vous avez un deuxième petit menu ici qui apparaît et qui vous permet d'avoir la conso donc depuis la recharge ou sur les trajets que vous avez définis. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez les kilowattheures consommés, vous avez la consommation moyenne, vous avez les kilomètres. Par contre, vous n'avez jamais moyen d'avoir la vitesse moyenne. Pourtant, moi, je m'en sers énormément pour vous faire les estimations d'autonomie. Et là, je sais jamais si j'ai roulé plutôt à 100 ou plutôt à 120. Donc voilà, bon, il manque quand même des petites choses comme ça que je trouve assez importantes au niveau de l'odomètre. Et là, bah voilà, c'est pas encore dispo, quoi. Alors toujours au niveau du GPS, vous êtes au volant, vous dites ah tiens, je suis par là, j'aimerais aller voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Regardez, là je vous le fais en temps réel. Et ben ça rame. C'est-à-dire que ce GPS régulièrement, il met beaucoup de temps à afficher. Pourtant là, je suis pas en mode satellite, hein, mais il met énormément de temps à afficher. Et quand vous êtes au volant, bah, vous n'avez pas forcément le temps d'attendre comme ça les 3, 4, 10 secondes pour afficher le reste. Et puis en vision satellite aussi, des fois ça peut mettre encore plus de temps. Alors ça dépend évidemment du réseau. Là on est vraiment 4G pleine barre, mais regardez, c'est pas instantané non plus. Et quand vous avez qu'une ou deux barres, des fois ça met vraiment beaucoup de temps. Donc moi j'aimerais bien qu'ils améliorent un petit peu la qualité de réception de ce GPS qui est pas toujours au top. Alors Tesla intègre un assistant vocal, il suffit de maintenir ici le doigt sur le bouton et regardez ici, donc il y a un petit menu qui apparaît. Alors il reconnaît très bien ce que vous dites, ça c'est plutôt cool. Si vous dites aller à Paris, il va aller à Paris. Si vous donnez une adresse, il la reconnaît assez bien. Par contre c'est un peu limité dans les fonctions, c'est-à-dire que vous n'avez pas la météo, vous n'avez pas des informations de culture générale comme sur Android Automotive. On peut régler vraiment que les fonctions basiques de la voiture. On peut pas lui demander quelles sont les bornes de charge autour de moi, quelle est la météo aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'y a même pas non plus de synthèse vocale, hein, il vous répond pas, donc il faut regarder le texte. Qui est Elon Musk? Quelle est mon autonomie? Cherche les bornes de recharge autour de moi. Donc l'avance qu'avait Tesla sur la reconnaissance vocale, bah finalement ils sont en train de la perdre un petit peu puisque en face il y a quand même Android Automotive et là on a un vrai Google Assistant qui est beaucoup plus complet. Et je dirais même que chez Mercedes, voilà, qui n'a pas de gros partenariat avec Alexa Google, on a un meilleur assistant aussi que chez Tesla. Donc ça fait partie des points que Tesla pourrait améliorer. Alors par mise à jour ces derniers mois est apparu deux menus que je trouve vraiment super, c'est le mode chien et le mode camping. Alors comme leur nom l'indique, ça permet de maintenir la température de l'habitacle à des niveaux acceptables. Donc vous pouvez régler la température. Si vous avez un animal que vous laissez dans la voiture, évidemment il ne faut pas le laisser trop longtemps. Et puis si vous avez aussi le mode camping, c'est-à-dire vous voulez dormir dans votre Tesla, vous voulez que la température reste autour de 20 degrés, voilà, que ça utilise pas trop la batterie, vous pouvez régler ça pendant la nuit, donc ça va vraiment réguler ça automatiquement. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un mode enfant, parce que moi j'ai déjà laissé des enfants dans la voiture. Il y a non seulement l'alarme qui se met en route, mais en plus la clim se met pas en route. Alors on peut mettre le mode chien, mais c'est un petit peu bizarre parce que du coup vous avez l'alerte qui apparaît sur l'écran comme quoi vous avez un chien à l'intérieur. Donc voilà, moi j'aimerais bien vraiment que Tesla pense un petit peu plus à tout ça. Alors après plusieurs milliers de kilomètres à bord de cette Tesla Model 3 Grande Autonomie édition 2021, ben les amis, ça reste la reine, ça reste la référence des voitures électriques. S'il fallait en retenir une, tout simplement parce qu'elle a une énorme autonomie, une efficience incroyable, un système moderne, un planificateur efficace, un super réseau de charge, bref tout ce qui fait de Tesla une Tesla. Et puis surtout la puissance est inédite à ce niveau de prix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici même sur la version SR+, on a un rapport prix-performance-prestation absolument imbattable. Alors évidemment la concurrence se rattrape, hein, on l'a vu notamment en termes de pilotage automatique, de finition. On a aussi des moteurs qui sont assez puissants, on l'a vu chez Audi Polestar, même l'autonomie, hein, le groupe Volkswagen arrive à plus de 300 km maintenant sur autoroute avec des petites ID3. Donc d'ici quelques années ça ira, peut-être qu'on aura un petit peu plus de concurrence, mais en tout cas aujourd'hui le réseau Ionity suffit pas à concurrencer le réseau de superchargeurs de Tesla qui va s'ouvrir d'ici la fin de l'année, je vous le rappelle, mais c'est pas encore le cas au moment où on tourne cette vidéo. Alors si je devais en acheter une, ce serait toujours la Tesla Model 3, je serais pas parti en Italie avec une autre voiture, tout simplement parce que c'est la seule qui propose un vrai réseau de superchargeurs là dans toute l'Europe et c'est surtout la seule qui a assez d'autonomie pour se débrouiller localement quand on n'a pas beaucoup de bornes, qu'il faut vraiment se dépatouiller. Ça reste toujours un petit peu moins fluide qu'une voiture thermique, mais celle-là franchement elle vous facilite largement la vie. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous ai aussi mis un petit lien de parrainage sous la vidéo. Si vous voulez acheter une Tesla, ça vous fait 1500 km gratuits. Bien sûr, on testera d'autres voitures électriques. Du coup, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao. Aside from my soul.